1. Le Concorde, un avion capable de franchir le mur du son pour atteindre Mach 2. Plus qu'un simple avion, il était le symbole d'une collaboration industrielle réussite entre la France et l'Angleterre, un emblème de puissance et de prestige technologique. Et pourtant... Tout bascule le 25 juillet 2000. Ce jour-là, un accident tragique marque à jamais l'histoire de l'aviation française et signe le début de la fin pour l'Oiseau Blanc. Mais pour comprendre l'ascension de cet avion révolutionnaire, il faut d'abord comprendre son contexte. Nous sommes en 1962, en pleine guerre froide. La course au progrès fait rage. Les Américains ont mis un satellite en orbite. Les Russes ont envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Et dans ce climat de compétition absolue, la France et le Royaume-Uni font une chose improbable. Ils s'associent. Pas pour construire une bombe, pas pour une mission spatiale, mais pour construire un avion de ligne. Un avion commercial supersonique, capable de traverser l'Atlantique en moins de 3h30. L'accord franco-britannique est signé le 29 novembre 1962. Une première dans l'histoire de l'aviation civile. 2 pays, 2 industries, 2 langues et une ambition commune. Dominer les airs comme personne ne l'avait jamais fait avant. Mais voilà la question que personne se pose vraiment à ce moment-là. Est-ce que les gens veulent vraiment voler plus vite ou est-ce qu'ils veulent simplement voler ? Pour comprendre ce que représentait le Concorde techniquement, oubliez les chiffres, 1 seconde. Le Concorde allait extrêmement vite. Il traversait l'Atlantique en environ 3 heures. Parfois, en volant vers New York le soir, il suivait le soleil et on avait l'impression que le jour revenait. Avec le décalage horaire, il pouvait arriver à New York avant l'heure de départ de Londres. Pour faire simple, il était tellement rapide qu'il pouvait en quelque sorte remonter dans le temps. Il volait à Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. Il volait plus vite que tout ce qui vole à ce moment-là, avec des passagers en costume-cravate à l'intérieur qui buvaient du champagne. À cette vitesse, la friction avec l'air chauffe le nez de l'appareil à environ 127 degrés Celsius. L'aluminium ordinaire commence déjà à se déformer bien avant ça. Alors, les ingénieurs ont travaillé sur un alliage spécialement optimisé pour ces contraintes. Le fuselage tout entier se dilatait en plein vol, jusqu'à une vingtaine de centimètres selon les mesures. Les techniciens avaient intégré ça dans la conception. L'avion grandissait littéralement en volant. Puis il y avait aussi le nez, cette pointe mythique qui s'abaissait au décollage et à l'atterrissage pour que les pilotes voient la piste. Parce que ouais, à haute altitude, le Concorde avait un angle d'attaque tellement prononcé que sans ça, la cabine aurait pointé vers le ciel. Ils ont trouvé une solution mécanique à un problème de physique. Et ça, c'est typiquement l'esprit du programme. Le premier vol d'essai a lieu en mars 1969. André Tuka, le pilote d'essai français, pose l'appareil après 27 minutes dans les airs. Sa première déclaration est « La machine vole, et je peux ajouter qu'elle vole bien ». 7 ans plus tard, le 21 janvier 1976, 2 Concorde décollent simultanément. L'un d'Israël vers Bahreïn, l'autre de Paris-Charles de Gaulle vers Rio de Janeiro avec escale à Dakar. Air France et British Airways lancent leur première liaison commerciale le même jour. Et tout le monde s'en doute, c'est pour marquer le coup. Mais il y a une route que tout le monde attend. La route Paris-New York en moins de 4 heures. Et ça, malheureusement, elle va s'ouvrir qu'1 an et demi plus tard, en novembre 1977. Parce que ouais, les Américains, eux, ne sont pas si pressés d'accueillir cet avion. L'expérience à bord, c'est quelque chose d'à part. La cabine est étroite, 2 sièges de chaque côté, 100 places en tout. Pour une époque habituée au 747 avec 350 passagers, c'est presque intime. Mais chaque détail est pensé pour une clientèle qui n'a pas besoin de compter ses billets. Les hublots sont petits à cause d'une contrainte structurale. Parce que oui, à cette altitude, la pression exercée sur chaque centimètre carré du fuselage est extrême. À 18 000 mètres, bien au-delà des nuages, le ciel commence virer au bleu marine. Les passagers qui ont volé sur le Concorde disent tous la même chose. Ce qui est important, c'est pas d'arriver plus tôt, c'est l'impression d'avoir enjambé quelque chose, d'avoir sauté par-dessus l'océan, plutôt que de le traverser. Certains hommes d'affaires prenaient un vol du matin, faisaient leur réunion à New York et rentraient à Paris pour le dîner. Un aller-retour transatlantique dans la même journée. Alors la question c'est pourquoi ça s'est arrêté ? La réponse simple, celle que tout le monde connaît, c'est l'accident du 25 juillet 2000 avec le vol Air France 4590. Un Concorde qui décolle de Charles de Gaulle, qui va passer sur une lamelle métallique tombée d'un autre avion, ce qui va faire éclater le pneu, percer un réservoir qui va prendre feu. L'avion s'écrasera sur un hôtel un petit peu plus loin.
Le résultat, il fait 113 morts, toute la flotte clouée au sol, 16 mois de travaux et de rectification, pour, au final, avoir une reprise commerciale qui ne durera que 2 ans avant l'arrêt définitif en 2003. Mais bon, ça c'est la version simple, et elle est vraie, mais elle cache quelque chose d'essentiel. Le Concorde, il était déjà condamné avant même ce crash. Le programme avait produit 20 appareils au total, 16 avions de série, dont 14 entrés en service commercial. Et les coûts d'exploitation étaient colossaux, environ 25 000 litres de kérosène pour traverser l'Atlantique. À titre de comparaison, un 747 moderne consomme à peu près la même quantité pour transporter 3 fois plus de passagers sur le même trajet. Le billet Paris-New York coûtait l'équivalent de 9 000 € aujourd'hui, juste pour un aller simple. Les deux compagnies avaient acquis leur appareil à un coût quasi nul, grâce aux États qui avaient absorbé l'essentiel des dépenses de développement. Sans ça, la ligne n'aurait probablement jamais existé. Et puis, il y avait une autre fracture, plus profonde, plus difficile à admettre. Boeing avait commencé ses propres travaux sur un avion supersonique commercial, le SST. En 1971, le Congrès américain coupe les crédits. Les raisons ? Un mélange explosif, les coûts, le bruit au décollage, les inquiétudes environnementales et surtout le bang supersonique. Il faut savoir que à chaque fois que le Concorde franchissait le mur du son, il produisait une onde de choc, un tonnerre audible depuis le sol. C'est pour cette raison que les États-Unis ont simplement interdit les vols supersoniques au-dessus de leur territoire. Pas question de voler aussi vite au-dessus des terres américaines. Le Concorde devait donc ralentir à l'approche des côtes, redevenir subsonique, et c'est là que la magie s'effaçait. Un avion conçu pour briser les distances, bridé dès qu'il survolait une terre habitée. Les routes transatlantiques tenaient, New York, Washington, parce que la traversée océanique restait supersonique, mais pas à Los Angeles, pas Chicago, pas Dallas. Le marché mondial que les concepteurs avaient imaginé était 60 à 80 appareils vendus à des dizaines de compagnies. Et ça, malheureusement, ça s'est jamais matérialisé. Même Panam, qui avait une option sur Oui Concorde, les a annulés. Les commandes ont fondu et les seuls opérateurs qui ont gardé leur appareil jusqu'au bout étaient les deux compagnies nationales, trop engagées politiquement pour reculer. Le 24 octobre 2003, le dernier vol commercial du Concorde atterrit à Heathrow, le vol BA002, le même trajet qu'il avait fait des milliers de fois auparavant, New York-Londres, en 3h20. Des milliers de personnes s'étaient massées autour des pistes, pas pour le spectacle, mais juste pour dire au revoir. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont on parle du Concorde. Aujourd'hui, on le célèbre comme un chef-d'œuvre, on l'expose dans les musées, à Paris, à Londres, à Washington. Les billets sont arrachés, les gens font la queue pour monter à bord d'un avion à l'arrêt. Le même avion qu'on a choisi de ne plus faire voler. Pourtant, des technologies existent pour revenir au supersonique commercial. Plusieurs startups américaines comme Boom Supersonic en tête travaillent activement sur des successeurs. Les moteurs sont plus efficaces, les matériaux sont meilleurs, et pour le problème du bang supersonique, des ingénieurs travaillent à des profils de fuselage qui réduisent l'onde de choc à un murmure. Mais 20 ans après le dernier vol du Concorde, personne n'a encore repassé le mur du son avec des passagers à bord. En conclusion, l'humanité a su voler plus vite. Elle a choisi de ne plus le faire. Et quelque part dans un hangar à Toulouse, à côté d'une piste qui ne vibre plus, il reste un avion dont le nez pointe vers l'avant, comme s'il attendait toujours l'autorisation de décoller. Voilà, la vidéo est maintenant finie. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.